Merci beaucoup, Roy. Effectivement, moi, je vais vous parler de mon thème de recherche principale dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui est l'exploration des pratiques de première ligne, ou comment passer d'une taille de patientèle à la configuration d'une pratique. Euh, je vais tout d'abord passer rapidement sur les origines du questionnement. On verra ensuite un peu ce que la littérature peut nous dire sur le sujet, et puis des complications qui sont arrivées petit à petit, entre autres par les différents mots et les déterminants qui sont utilisés, les tailles de pratique, taille de patientèle, les définitions de ce qu'on appelle une liste de patients. Nous allons ensuite passer par trois pivots majeurs qui nous semblaient indispensables pour pouvoir analyser cette contextualisation des pratiques, voir aussi sous le prisme des différents systèmes de santé ce qui peut se passer lorsqu'on envisage de discuter de taille de pratique ou de patientèle, pour finalement arriver à un cadre conceptuel dans lequel nous avons élaboré quelques hypothèses de recherche. Alors, les origines du questionnement remontent à des voyages que j'ai pu effectuer dans le cadre du Forum européen des soins de santé primaire, un peu partout en Europe, où, au préalable de ces conférences, il y avait des visites de terrain qui étaient organisées. Et régulièrement, je me posais la question, je posais la question aux personnes qui nous invitaient de savoir, bah, tiens, dans votre centre de santé, dans votre pratique, combien de personnes prenez-vous en charge? Et alors, on voit ici un panorama très, très, très varié de réponses. Ça pouvait passer de 31 000 à 1500, mais tantôt c'est 5 900, 6 000. Et je me dis, mais tiens, euh, comment peut-on expliquer toutes ces différences et comment sont organisées ces pratiques? Alors, on a effectué une recherche narrative de la littérature qui a permis de dégager, en tous les cas, avec les mots-clés primary care, general practice, practice et list size, 164 articles dans PubMed, dont on a retiré 20 articles pour constituer une table d'évidence. Alors, cette table d'évidence avec le type de résultat qui était attendu par rapport à la taille des pratiques. Ensuite, on a éprouvé cette table d'évidence avec différents indicateurs des dimensions que nous avons choisis au niveau du panel européen d'experts euh, sur Investing in Health, donc l'expert panel, avec toutes sortes de données, entre autres l'universalité et l'accessibilité en soins de santé, l'intégration des soins, les soins centrés sur la personne, les soins globaux, et ainsi de suite. Alors, si on prend par exemple quelques résultats par rapport aux patientèles plus grandes, on se rend compte qu'au niveau de l'accessibilité, on a des consultations qui vont être plus courtes. On est également dans un contexte plutôt rural. Pour l'accessibilité dans les petites patientèles, on voit qu'il y a des délais qui sont plus rapprochés pour les rendez-vous, des visites à domicile qui sont plus fréquentes également. Au niveau de l'intégration des soins, on retrouve plus de psychologues ou d'assistants sociaux, donc une certaine diversité dans les grandes patientèles. En ce qui concerne les soins centrés sur la personne, on observe une meilleure satisfaction des patients lorsqu'ils sont dans des patientèles plus petites. C'est ce qu'on appelle les soins avec une continuité personnelle qui est meilleure. Les soins globaux et orientation communautaire, comme dans la santé communautaire dont Delphine vient de nous parler, on retrouve assez peu de résultats. En ce qui concerne la qualité des soins et les équipes multidisciplinaires, on voit qu'il y a une meilleure adhésion aux recommandations de bonnes pratiques, meilleur taux de mammographie, mais il y a aussi des résultats qui sont divergents, par exemple en ce qui concerne le suivi des diabétiques. Dans les grandes patientes, une fois c'est mieux suivi, d'autres fois c'est moins bien suivi. Dans des patientèles plus petites, on se rend compte également qu'il y a l'apanage de cas plus complexes dans ces patientèles qui sont sans doute plus réduites parce que le temps dévolu aux patients doit être plus grand dans ce style de cas.
Par rapport à la coordination des soins ou même la continuité, on a aussi des résultats divergents. De temps en temps, on a plus de références vers l'hôpital pour les grandes pratiques et dans la continuité des soins, plus de références aux urgences et aussi des hospitalisations dans les patientèles plus petites. L'organisation des soins, on a des pratiques solo, des plus petites pratiques qui ont des plus grandes patientèles, alors que c'est l'inverse pour des plus grandes patientèles. On voit, somme toute, qu'il y a des résultats qui vont dans différents sens, mais très rapidement, s'est posé la question de la taille des pratiques et la taille des patientèles. Pour comprendre la taille des pratiques et la configuration, on peut prendre notamment le nombre de soignants en compte, mais la diversité des métiers est également très importante à prendre en ligne de compte. Les équivalents temps plein et les temps de travail à temps partiel qu'on voit aussi de plus en plus fréquemment dans des pratiques de groupe. Il y a quand même une clé de voûte qui reste indéfectible dans ces organisations, c'est la médecine générale, le médecin généraliste qui est au centre de l'organisation de ces pratiques, même s'il y a certaines exceptions comme au Canada où on rencontre des pratiques d'infirmières avancées, les nurse practitioners. Différents liens aussi qui peuvent être faits entre les patientèles et les patientèles de médecins généralistes. Parfois, les patientèles diminuent avec la taille des pratiques, mais parfois, elles augmentent également. Et sans parler de la complexité sur laquelle nous sommes passés. La définition d'une liste de patients, d'une patientèle, c'est l'ensemble des patients d'un médecin essentiellement qu'on retrouve comme définition au niveau du Larousse. Mais plus largement, c'est un groupe de patients qui va être référé vers un soignant. Donc, on voit très rapidement qu'on doit sortir du cadre strict de la médecine générale. Le patient est quelqu'un qui a besoin de soins. C'est une personne soumise à un examen médical qui a besoin d'une intervention. Et peut-être que plus largement, on devrait parler de catchment population ou la population captée, une population de responsabilité qui est responsable pourquoi? Pour toutes sortes de choses comme le travail curatif directement lié aux soins, la promotion, les soins de santé. Alors, on arrive sur le paquet de services de santé qui est ce paquet minimum qu'on a déjà interrogé et qui nous donne ces trois pivots majeurs, la responsabilité par rapport à un certain nombre de services, avec cette approche notamment influencée par une approche généraliste des soins globaux, la prévention, la promotion à la santé, mais qui devra être aussi analysée sur le spectre de la décentralisation des soins, avec notamment les alternatives à l'hospitalisation, la spirométrie, l'échographie. Cette responsabilité, une fois qu'on a ce paquet de soins, ben, la première ligne doit pouvoir la délivrer et la délivrer dans quel cadre? Ben, dans le cadre d'une certaine subsidiarité et donc ça va nous attacher à la configuration des pratiques. Les pratiques peuvent être décrites de plein de façons différentes, mais les façons principales de les décrire, c'est quand même les pratiques solistes, les pratiques de groupe monodisciplinaires, les pratiques de groupe multidisciplinaires et bien sûr l'ensemble de ces professions qui peuvent travailler en réseau, même s'il y a d'autres aspects qui doivent rentrer en ligne de compte, comme la gouvernance ou la participation des patients, qui est très importante dans le contexte que l'on interroge. Cet contexte multidisciplinaire et l'organisation de cette subsidiarité doit être imaginée non seulement dans la première ligne de soins, mais également entre les lignes de soins. Finalement, avoir les meilleurs soins au même meilleur moment par la meilleure personne, compte tenu de la morbidité, évidemment. La morbidité arrive ensuite avec la charge de travail qui va être nécessaire pour arriver à contenir cette morbidité. On voit qu'il y a différents systèmes qui ajustent cette morbidité, notamment pour arriver à un financement optimal et une optimalisation de la force de travail, soit dans nos modèles RFM comme en Belgique, ou les Adjusted Clinical Groups aux États-Unis, ou la modulation du forfait à la capitation comme en Belgique. Il y a des standardisations qui se font en matière de morbidité, notamment liées à l'âge, mais il ne faut pas oublier d'autres aspects comme le statut socio-économique, le niveau d'éducation et autres. Les patientèles dans différents systèmes de santé, soit on peut avoir un lien formel, soit un lien informel. Le lien formel est quelque chose qu'on retrouvera plus dans les systèmes échelonnés, comme on a en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas. Le lien informel étant un système comme on a plus comme en Belgique, avec des formalisations minimales comme le dossier médical global et autres.
Alors, ces trois concepts, la morbidité, la configuration de la pratique et le paquet de services de santé, semblent intéressants comme cadre conceptuel pour arriver à délimiter cette taille de patientèle avec tous les sous-types dont on a parlé jusqu'à présent. La morbidité et la taille de la patientèle vont être liées par la prévalence notamment, la responsabilité entre ce paquet de services de santé et la taille de la patientèle, et tous ces ponts qu'on va pouvoir faire entre les différents aspects de ce cadre conceptuel en lien avec les caractéristiques qui sont données par l'expert panel. Alors, quelles sont les hypothèses qu'on peut élaborer à partir de ce cadre conceptuel si on changeait le paquet de services le paquet de services de santé, par exemple, on pourrait imaginer ajouter et justifier ce changement de paquet de services par un changement de la morbidité. Mais on pourrait aussi justifier une augmentation de ce paquet de services en relation avec d'autres services complémentaires qui pourraient être donnés. Cette amélioration ou ce changement va fortement influencer évidemment la configuration de la pratique avec soit plus de prestataires pour garder un même service à la patientèle, soit des prestataires différents. En ce qui concerne la morbidité, le paquet de soins peut être adapté également. Et la configuration des pratiques, on peut l'analyser par exemple avec le spectre du Covid-19. Si le Covid vient remplir cette case au niveau de la morbidité, il va y avoir évidemment une influence majeure au niveau du paquet de soins en ce qui concerne notamment les tests qui peuvent être effectués, l'accessibilité, la promotion de la santé, testing, tracing, etc. Donc, tous ces aspects n'étant pas strictement compressibles, on va devoir adapter les pratiques comme on l'a déjà vu dans les autres exposés, notamment l'exposé de Thérèse. La configuration de la pratique peut également être modifiée et, le cas échéant, différencier de nouvelles tâches pour arriver à un paquet de services mieux adapté. Évidemment, ces pratiques peuvent être reliées entre elles pour arriver à des prévalences suffisantes de façon à optimiser les pratiques. Alors, les questions qui peuvent être posées par rapport à ce cadre conceptuel sont l'impact de la morbidité sur le travail curatif, le paquet de services minimum, les soins centrés sur les objectifs du patient, et ainsi de suite, sans compter évidemment le dénominateur et l'impact du point de vue des soignants qui est très peu pris en charge. Donc, si on prend toutes ces questions, on peut les remettre en lien avec cette taille de patientèle. Voilà ce que je voulais partager avec vous de façon à essayer de trouver le meilleur arrangement pour arriver à cette population de responsabilité.